Notre MC Shaoda, qui est le seul survivant d'un crash d'avion, erre dans la forêt à la recherche d'eau à boire. Apparemment, il a également perdu ses parents dans le crash. Lorsque son corps finit par céder et qu'il commence à perdre connaissance, un soldat des forces spéciales avec un cache-œil apparaît et lui demande s'il veut vivre. Lorsqu'il répond qu'il le veut, l'homme précise alors qu'il va affronter une vie de combat rigoureuse, qu'il regretterait de ne pas être mort ici. Pendant que l'homme essaie de le sauver, ces hommes tentent de l'arrêter, affirmant qu'ils sont en pleine mission et que ramasser des déchets comme lui ne ferait que gêner. Mais l'homme se met en colère et leur crie dessus, leur disant qu'il ne prend pas d'ordre de personnes plus faibles que lui. C'est ainsi que Guzu Kyuhei, le capitaine, est devenu le père adoptif de Shaoda. Quand ils sont retournés à la base, Guzu remet à Shaoda un revolver et lui dit que c'est le sien maintenant. Il explique à Shaoda qu'il doit vivre avec et mourir avec, mais il sait que mourir est encore loin pour lui. Guzu lui apporte de la nourriture et de l'eau et lui dit que quand il aura fini de manger, il deviendra un guerrier, le prenant par surprise. Après le repas, Guzu révèle son plan de former Shaoda sans relâche et de le transformer en guerrier à part entière en seulement 5 ans. Guzu est un professionnel du combat menant des opérations de guérilla dans le monde entier. Comme il l'a dit, Guzu commence à soumettre Shaoda à diverses séances d'entraînement rigoureuses. Il apprend les arts martiaux et comment manier toutes sortes d'armes également. Avant qu'il ne s'en rende compte, il était devenu si fort que plus personne dans l'unité n'osait le traiter comme un moins que rien. Un jour, pendant un entraînement avec son vieil homme, Shaoda abat un sanglier d'un seul tir de sniper et finit par le ramener à la base. En apprenant sa situation, le reste des hommes de l'unité s'émerveillent de son talent indéniable, car il n'a que 10 ans. Certains disent même qu'il pourrait avoir plus de talent que le capitaine, dont on dit qu'il peut tirer dans l'œil droit d'un cerf à 1 kilomètre de distance. 12 ans plus tard, dans un camp ennemi, on voit les opérations parler de l'apparition d'un certain mercenaire dangereux appelé Crimson. Selon eux, Crimson est réputé être un maître tireur d'élite capable de tirer dans l'œil gauche d'un moustake à 2 kilomètres de distance. Avec quelqu'un comme ça contre eux, ils réalisent qu'il pourrait être cuit. Un des recrues qui ne croit pas qu'une telle chose soit possible n'est pas d'accord avec la rumeur, mais en souhaite l'inattendu se produit. Une balle de sniper se loge dans son crâne de nulle part, plongeant tout le camp dans la panique. Apparemment, ils se trouvent profondément à l'intérieur de leur territoire militaire, donc ils croient qu'il ne devrait pas y avoir de moyen pour un ennemi de s'infiltrer. Tout à coup, un autre tir est effectué et cette fois, le général est tué. Pendant ce temps, Crimson, qui se trouve être Shaoda, est vu en train de s'amuser sur un gratte-ciel lointain alors qu'il anéantit tout le camp. Il avait reçu la mission de tuer le général et de causer un maximum de dégâts à l'unité pour 50 000 €. Lorsqu'il décide de retourner faire son rapport à son vieil homme, une unité ennemie à proximité le repère et commence à le charger immédiatement. Il est alors forcé de sortir son revolver pour s'occuper d'eux. En voyant le revolver, les hommes se moquent de lui, le traitant de novice. Mais ils ignorent les 3 avantages que le revolver a sur les autres armes. Premièrement, il ne s'enraye pas. Deuxièmement, il peut utiliser des balles de gros calibre avec une forte puissance de pénétration. Et troisièmement, il a reçu la protection divine de la déesse du champ de bataille. Avec seulement 3 tirs, Shaoda affirme sa domination et élimine toute l'unité. Il est ensuite secouru de la scène par Guzu avec un hélicoptère. Dans l'hélicoptère, Guzu le félicite pour avoir tué son 3e général dans la guerre, mais annonce qu'il a une nouvelle mission où Shaoda doit se rendre au Japon. Comme prévu, Shaoda suppose qu'il s'agit probablement d'une mission d'assassinat impliquant le premier ministre ou quelqu'un d'autre de haut calibre. Mais le vieil homme l'interrompt, lui disant qu'il va enseigner dans un lycée prestigieux. Comme Shaoda parle couramment 5 langues, Guzu lui dit que sa mission sera d'infiltrer l'école en tant que professeur d'anglais. Peu de temps après, une fausse carte d'identité est préparée avec un nom d'emprunt. Il monte ensuite dans l'avion pour le Japon, se demandant quels obstacles il rencontrera cette fois. En arrivant au Japon, Shaoda s'arrête pour acheter de la nourriture dans un combini. Il est assez impressionné par le goût, l'emballage hygiénique et, surtout, le coût peu élevé, mais ce qui attire le plus son attention, c'est à quel point l'endroit semble paisible. En regardant autour de lui, il ne voit que des gens en rendez-vous, en pique-nique ou simplement en train de s'amuser. Il se demande alors quelle mission pourrait l'attendre dans un pays si paisible. Après avoir mangé, Shaoda se dirige vers la planque qui a été préparée pour lui. Arrivé dans un quartier résidentiel de haut standing, il trouve son appartement dans un gratte-ciel et est impressionné par l'apparence. L'appartement se trouve également à proximité de l'école où il a été envoyé pour enseigner. Quand il entre, Shaoda remarque quelque chose d'inhabituel mais décide de s'asseoir quand même. Peu après, un homme se précipite sur lui par derrière avec un couteau. Grâce à ses compétences d'observation aiguisées, Shaoda peut le détecter à temps. Il attrape une bouteille d'eau et la lance sur l'homme pour perturber son champ de vision. Il le frappe ensuite directement au visage, à la surprise de l'homme. Ne se laissant pas décourager, l'homme tente encore un coup complet, mais Shaoda l'évite facilement et fait tomber le couteau. Voyant ses capacités physiques brutes en personne, l'homme confirme qu'il est bien le fameux Crimson. Shaoda attrape alors l'homme par la gorge, lui demandant qui il est. L'homme se rend facilement, déclarant qu'il a dû se surestimer en pensant qu'il pouvait battre le légendaire Crimson seul. Shaoda, se sentant arrogant, lui dit qu'il devrait venir avec une équipe de 5 la prochaine fois.
Tout à coup, une jeune femme apparaît derrière lui avec un pistolet pointé sur sa tête, lui ordonnant de ne pas bouger. Shaoda, qui ne semble pas le moins du monde surpris, lui dit simplement que le chien n'est pas armé, ce qui la déstabilise. Il se retourne alors et attrape le cylindre en un instant, lui disant d'être plus prudente la prochaine fois. La dame le remercie pour le conseil mais lui dit qu'elle en aura besoin, car tout ce qu'ils sont là pour faire, c'est lui fournir un soutien arrière. Ils se présentent ensuite officiellement comme Ulfheim et Mylène. Ulfheim infiltrera l'académie en tant que professeur d'art pour soutenir Shaoda et l'aider à s'intégrer dans la culture. Mylène, cependant, s'infiltrera en tant qu'une des étudiantes pour également apporter son soutien depuis l'ombre. Shaoda révèle alors qu'il avait senti leur présence dès qu'il est entré et avait juste attendu de voir de quoi ils étaient faits. Il demande s'ils ont délibérément rendu leur attaque facile juste pour le tester, mais l'esprit du duo est brisé car ils faisaient vraiment de leur mieux. Lorsqu'il demande s'il a des questions, Shaoda demande comment Mylène pense pouvoir se faire passer pour une adolescente alors qu'elle est clairement dans la vingtaine, ce qui l'énerve. Elle explique ensuite que, puisque sa peau est impeccablement lisse, elle ne se démarquerait pas vraiment au milieu des lycéennes japonaises. Ulfheim l'interrompt, lui disant d'arrêter de se vanter, et elle finit par s'énerver à nouveau. Le duo décide ensuite de briefer Shota sur la mission. L'objectif est d'infiltrer l'académie pour protéger Sakurako Kuju, la fille du président d'une corporation militaire mondiale qui fréquente l'école. Il s'agit d'une corporation militaire japonaise cachée, connue pour développer des équipements de guerre, des fusées jusqu'aux munitions. On dit que la corporation utilise les pays voisins comme détour pour contourner les principes d'exportation d'armes du pays, ce qui n'était pas vraiment un problème tant que cela se limitait à l'Ouest. Mais ils ont reçu des rapports indiquant que le président Kuju avait commencé à acheminer les produits vers des pays communistes, ce qui mènerait éventuellement à la destruction du monde. Étant donné que des organisations du monde entier s'y intéressent maintenant, elles vont probablement essayer d'utiliser sa fille comme levier contre lui. C'est pourquoi quelqu'un d'aussi compétent que Shuta a été engagé pour la surveiller et la protéger de ces personnes inconnues. On s'attend également à ce que Shuta charme Sakurako pour obtenir des informations sur l'exportation d'armes afin de déjouer les autres forces, mais cela poserait un sérieux problème car le frère n'a aucun charme. Mylène commente alors que son allure majestueuse et nonchalante devrait pouvoir la faire tomber amoureuse de lui naturellement. Le lendemain, suivant les informations qu'il a reçues sur la cible, Shuta monte dans un bus, où il rencontre Sakurako. Lorsque le bus démarre, Shuta remarque que Sakurako agit étrangement, alors il suppose qu'elle a probablement de la fièvre ou un genre de virus. Lorsqu'il communique avec le reste de l'équipe à travers cet appareil de communication caché, demandant s'il doit la renvoyer chez elle, il souligne qu'il n'est même pas en position de faire cela à un étranger. Ulfheim, qui surveille tout l'incident avec un drone de surveillance, fait remarquer que plutôt que de la fièvre, Sakurako est simplement embarrassée. Apparemment, elle est molestée par un homme beaucoup plus âgé et pervers derrière elle dans le bus. Shuta réalise alors que cela fait probablement partie de son devoir de garde également. Après avoir suffisamment touché son derrière, l'homme décide cependant d'aller plus loin en tripotant sa poitrine. Alors Shuta intervient. Comme le chevalier en armure étincelante que Sakurako souhaitait, Shuta attrape le bras de l'homme et le tord jusqu'à ce qu'il soit presque sur le point de se casser, le faisant crier de douleur. Après avoir réprimandé l'homme, Sakurako remercie Shuta de l'avoir aidé et il minimise facilement l'affaire. Il lui dit ensuite qu'elle doit se défendre car elle ne sera pas aidée de cette manière sur un champ de bataille. En entendant sa construction de phrases ringardes, Ulfheim et Mylène se demandent si Shota n'a vraiment jamais parlé à une fille auparavant. Peu après, le bus fait un bref arrêt. Alors l'homme sort en trombe et commence à s'enfuir. Ne voulant pas qu'il s'échappe, Shota le poursuit et finit par le rattraper dans une ruelle abandonnée. Alors que l'homme réalise qu'il ne peut plus courir, il sort un pistolet paralysant et menace de l'utiliser sur Shuta s'il s'approche davantage. À sa surprise, Shuta attrape sa main avant qu'il ne s'en rende compte et le projette au sol en moins d'1 seconde. Il dit ensuite à Ulfheim de contacter la police. Ulfheim semble contre l'idée, car ils sont censés être sous couverture. Mais quand Shuta lui rappelle qu'il est un assassin, il accepte. Après avoir réglé le problème, Shuta arrive à l'école et réalise combien de temps s'est écoulé. Comme il avait été intensément retardé par la police après avoir remis le harceleur, il ne pouvait rien y faire. Ulfheim lui ordonne de se rendre immédiatement chez le principal, mais est complètement stupéfait lorsqu'il découvre que Shuta ne sait même pas ce qu'est un principal. Étant donné qu'il a été élevé par des guerrieros sud-américains, il n'a jamais fréquenté quelque chose qui ressemble à une école. Cependant, Mylène, qui est déjà installée dans sa classe, explique à travers son propre dispositif de communication discret qu'un principal est comme un colonel dans le cadre scolaire. En entendant cela, Shuta réalise à quel point une telle personne doit être importante. Il se rend immédiatement au bureau pour se présenter officiellement. Lorsqu'il arrive, il est assez surpris car la personne qu'il rencontre ne ressemble en rien à un colonel. Le principal l'accueille chaleureusement et fait remarquer sa bonne apparence. Tandis que Shuta essaie de comprendre dans quelles compétences le principal se spécialise, le vieil homme plonge la main dans sa poche de poitrine pour en sortir quelque chose.
Shouta suppose immédiatement le pire, alors il attrape aussi son arme. Heureusement, Ulfheim et Mylène peuvent l'arrêter à temps pour éviter un énorme chaos. De sa poche, le principal sort une carte de visite japonaise qu'il tend. Shouta accepte la carte de visite de tout cœur tandis que le principal se présente officiellement à lui. Il se présente également et s'excuse d'être en retard, mais le principal lui dit de ne pas s'en inquiéter. Shouta est assez surpris par la bienveillance du vieil homme, car dans l'armée, une offense aussi grave mènerait à une cour martiale. Le vieil homme explique alors qu'il a reçu un rapport de la police sur la situation qu'il a gérée, donc il le félicite pour son acte courageux. Il assigne ensuite Shouta comme professeur principal adjoint de la classe 2B, que Sakurako et Mylène fréquentent. En quittant le bureau, Shouta appelle accidentellement le principal colonel, ce qui surprend complètement le vieil homme. En se rendant à la salle de classe, Ulfheim est obligé de confirmer que la seule arme sur Shouta est son revolver. Lorsque Shouta arrive enfin à l'entrée de la classe, Mylène lui demande d'entrer et de s'assurer qu'il se comporte comme un enseignant. Shouta ouvre alors la porte et se prépare à affronter un obstacle qu'il n'a jamais rencontré auparavant, des élèves. En entrant dans la salle de classe, Shouta attire l'attention des élèves pour de nombreuses raisons. Tandis que les filles s'extasient sur son aura et son apparence, les garçons, en revanche, sont visiblement déçus car le professeur s'avère être un homme. Les filles commencent immédiatement à le bombarder de questions allant de son plat préféré au type de femme qu'il fréquente. Mylène savait que Shouta allait être populaire auprès des élèves, mais même elle ne s'attendait pas à ce niveau d'attention. Heureusement, Sakurako, la cible, se trouve parmi les filles qui l'admirent. Quand Mylène le découvre, elle lui communique discrètement de trouver un moyen d'en tirer avantage. Mais avant cela, Shouta doit encore se présenter aux élèves. Face aux élèves, Shouta parle d'une voix très calme, se présentant comme leur professeur principal adjoint et nouveau professeur d'anglais. Il mentionne également qu'il peut parler 5 langues différentes, en demandant à ceux qui sont intéressés d'apprendre de venir le voir pendant la pause. Comme prévu, les filles succombent à son charme, exprimant ouvertement combien elles l'apprécient. Pendant ce temps, un élève masculin, qui est amoureux de Sakurako, est vu rayonnant de jalousie en la voyant rougir devant le nouveau professeur séduisant. L'enseignante principale semble également assez impressionnée par ses qualifications. Lorsqu'elle lui demande quels sont ses passe-temps, Shouta pense au tir de précision, mais il sait qu'il ne peut pas le dire. Il déclare alors que son principal passe-temps est la musculation, suscitant encore plus l'intérêt des élèves. Cependant, un élève masculin en particulier brûle de haine et de jalousie. Apparemment, il avait dit à ses camarades de classe que son passe-temps était aussi la musculation, mais il ne faisait que se moquer de lui. Voir leurs réactions différentes face au professeur attirant devient trop insupportable pour lui. Il enroule un grand morceau de papier et le lance au professeur avec une force immense, déterminé à lui faire perdre des points d'aura. À sa surprise, Shouta, qui s'était déjà retourné, attrape le papier juste avant qu'il ne touche l'arrière de sa tête. Il le jette ensuite négligemment à la poubelle, faisant encore plus chavirer les filles. Pendant la pause, les filles se dispersent dans l'école à la recherche de Shouta, mais ne parviennent pas à le trouver. Comme les autres élèves, Sakurako veut aussi parler à Shouta, mais pour des raisons plus personnelles. Lorsque Mylène l'apprend, elle contacte Ulfheim pour savoir s'il surveille Shouta, car elle ne le trouve pas non plus. Après avoir cherché un moment, Ulfheim le trouve, mais pas dans un état paisible, alors il alerte Mylène à ce sujet. Tous deux se précipitent alors sur les lieux pour découvrir ce qui se passe. Pendant ce temps, derrière l'un des bâtiments de l'école, Shouta rencontre un des élèves qui l'avait invité à discuter de Sakurako. Voyant l'étudiant avec une batte de baseball, il est confus et demande si l'étudiant est dans le club de baseball. Énervé, l'étudiant répond qu'il est dans le club de ceux qui rentrent chez eux. Toujours aussi perdu, Shouta est encore plus confus en demandant si un tel club existe vraiment, ce qui fait perdre encore plus de patience à l'étudiant. L'étudiant lui dit alors qu'il ne l'aime pas à cause de la façon dont Sakurako le regarde, fasciné. Shouta répond qu'il ne sait pas comment elle le voit, mais qu'il va partir, car il n'a pas l'intention de jouer au baseball. Juste comme ça, l'étudiant craque et se précipite vers lui avec la batte, déclarant ouvertement son intention de fracasser la tête de Shouta. Quand il donne le premier coup, Shouta l'esquive facilement et lui dit qu'il est hors de portée. L'étudiant devient furieux et donne quelques coups de plus, mais Shouta continue de lui faire la leçon sur la façon de bien balancer en les évitant. Il finit par se lasser de jouer, alors il assomme l'étudiant d'une légère paume sur le front. Ulfheim et Mylène arrivent alors sur les lieux et sont choqués de voir qu'en plus des précédents événements tumultueux, Shouta a également battu un élève dès son premier jour. Peu après avoir battu l'élève, Shouta le porte sur ses épaules jusqu'à l'infirmerie de l'école. En traversant les couloirs, les élèves présents sont stupéfaits de voir ce qui se passe. Certains des élèves identifient l'élève comme le délinquant de la classe 2B et supposent qu'il s'est probablement blessé en faisant des bêtises. Cependant, les étudiantes autour se demandent qui est le professeur séduisant. Ulfheim et Mylène, qui l'accompagnent, essaient de minimiser toute la situation, annonçant aux élèves que le délinquant est simplement tombé et s'est évanoui.
Lorsqu'ils arrivent à l'infirmerie de l'école et placent le délinquant dans le lit, Melen demande s'il a une idée de la situation dans laquelle il vient de le mettre. Shuta répond que c'est similaire à la fois où il a essayé de faire tomber son vieux et s'est fait botter les fesses. C'est alors qu'il réalise à quel point Shuta est éloigné d'une vie normale. Tout à coup, l'infirmier arrive avec le principal, haletant fortement. Ils avaient reçu des rapports de nombreux élèves sur la situation, donc ils devaient la vérifier. Pendant que l'infirmière vérifie son état, le principal demande ce qui s'est passé. Melen répond immédiatement que l'élève a glissé sur une peau de banane et s'est évanoui en se cognant la tête sur le sol. Elle explique que Shuta l'a trouvé dans cet état, alors il l'a porté jusqu'à l'infirmerie tout seul. L'infirmier intervient alors en disant que la blessure ne ressemble pas à celle causée par une peau de banane dans un film et qu'ils ne peuvent pas le tromper. Le vieux commence un discours ennuyeux sur le fait qu'il est infirmier depuis 40 ans et qu'il a aussi une ceinture noire de karaté. Il conclut ensuite en affirmant que l'élève semble avoir été frappé par un coup de paume par quelqu'un. Il se tourne vers Shuta et l'accuse directement, car il ressemble à quelqu'un qui connaît les arts martiaux. Le principal, cependant, est complètement incrédule en entendant l'accusation, mais il attend patiemment que Shuta la nie. Le vieux, cependant, insiste, disant à Shuta de confesser avant que l'étudiant ne se réveille. Voyant à quel point les choses tournent mal, Melen communique discrètement avec Shuta, lui disant que ce n'est pas le moment de rester calme, car il pourrait vraiment être renvoyé si la vérité éclate. Cependant, Shuta répond simplement qu'il n'y a pas besoin de paniquer, car il sait que cela ne deviendra pas un événement majeur. De plus, il croit qu'il pourra toujours protéger la cible même s'il est renvoyé. Soudain, l'étudiant se réveille en criant et vérifie s'il est toujours en vie. Il reconnaît ensuite rapidement l'environnement comme étant l'infirmerie de l'école. Lorsque l'infirmier demande si Shuta est responsable de ce qui lui est arrivé, il envisage de le dénoncer mais décide de se taire pour une raison quelconque. Le vieil homme interprète son silence comme de l'intimidation. Alors il décide d'appeler la police pour signaler l'affaire comme une agression. Mais à sa surprise, l'étudiant l'arrête. Il lui dit alors qu'il s'est blessé en tombant et qu'il ne devrait pas en faire toute une histoire. L'infirmier pense qu'il ment, alors il essaie d'insister, mais l'étudiant s'énerve et le traite de vieux bonhomme édenté, lui demandant de s'occuper de ses affaires. Comme prévu, la colère du vieux bonhomme se détourne de l'incident réel et se concentre sur l'impolitesse de l'étudiant. Alors que le délinquant passe devant Shuta, il murmure qu'il va lui faire payer ce qu'il lui a fait. Grâce au comportement indiscipliné du délinquant, l'équipe parvient à dissiper les tensions, et ils peuvent partir sans problème. En sortant, Shuta mentionne en passant à quel point les délinquants sont similaires aux mercenaires dans l'aspect de maintenir leur réputation. Il avait parié sur le fait que le délinquant ne voudrait pas que la nouvelle se répande qu'il s'est fait malmener par un nouveau professeur à l'école. En entendant cela, Ulfheim et Melen sont assez impressionnés, car ils confirment que Shuta n'est effectivement pas un mercenaire ordinaire. L'équipe décide alors de reprendre son devoir de protéger leur princesse. En chemin, Melen fait une blague ringarde, comparant leur mission au frère Mario, mais comme prévu, Shuta ne la comprend pas. Pendant ce temps, un élève suspect est vu en train de suivre Sakurako en pensant qu'il lui suffit de la capturer. Et alors, le monde peut être à lui. L'équipe finit par trouver Sakurako en train de changer ses chaussures devant le vestiaire de l'école, alors il réalise qu'elle est sur le point de rentrer chez elle. Ulfheim, cependant, exprime ses préoccupations concernant la culture japonaise inhabituelle de changer de chaussures alors que l'école a clairement des nettoyeurs. Mais Melen le taquine à ce sujet, le traitant d'ignorant. Tous deux se disputent alors en se lançant des noms d'oiseaux. Alors que Sakurako sort, Shuta remarque quelque chose d'inhabituel, alors il ordonne à Ulfheim et Melen de ne pas bouger. Il souligne ensuite le fait que, tandis que les autres élèves partent, un élève en particulier semble rester immobile dans le vestiaire. Pire encore, il se tient directement derrière le casier à chaussures de Sakurako. Pendant ce temps, l'étudiant est vu en train de préparer un trou d'espion sous le casier pour pouvoir prendre des photos de Sakurako sans éveiller les soupçons. Alors que Shouta essaie de l'interpeller, l'étudiant louche ramasse ses chaussures d'intérieur et commence à les renifler comme si sa vie en dépendait. Voyant cela, bien que Sakurako soit toujours méfiante, les deux autres comprennent la situation, alors ils lui demandent de laisser l'étudiant tranquille. Ils expliquent que l'étudiant est simplement un pervers, connu populairement en japonais comme un hentai. Comme prévu, même si le terme hentai est maintenant compris mondialement, Shouta n'en a toujours aucune idée. Pendant que l'étrange étudiant renifle les chaussures, il s'imagine dans une situation fétichiste où Sakurako est une dominatrice et lui son esclave. Ulfheim explique au perplexe Shouta qu'ils ne sont qu'un groupe de personnes mentalement dérangées qui volent les affaires des gens et les utilisent pour fantasmer sur eux sans leur parler. Shouta refuse cependant de croire qu'une personne aussi bizarre existe. Il pense que l'enfant a un motif, alors il décide de l'interroger directement. Quand Shouta part, Melen se demande s'il va bien, mais Ulfheim lui demande de le laisser faire car il a besoin de vivre ce genre de choses pour mieux comprendre le monde. Il lui demande ensuite de suivre Sakurako et d'essayer de se lier d'amitié avec elle pour faciliter les choses. Melen s'en va alors, laissant Ulfheim gérer la situation avec Shouta pour qu'elle ne dégénère pas.
Alors que l'étudiant étrange rentre chez lui en regardant les photos qu'il a prises de Sakurako plus tôt, Shaota apparaît derrière lui déguisé et lui met un sac en plastique sur la tête. Il lui ordonne ensuite de coopérer avec lui s'il veut s'en sortir vivant. L'étudiant coopère, alors Shaota l'emmène dans un entrepôt abandonné où il l'attache à une chaise. Il interroge alors le gamin avec insistance, demandant quelle organisation l'a engagé tout en le menaçant avec un morceau de verre brisé. Le gamin semble complètement perdu. Alors Shaota énumère une série d'organisations bien connues, demandant à laquelle il appartient. Il dit ensuite au gamin qu'il a tué des membres de toutes les organisations top secrètes et qu'il ne fera pas exception s'il continue à essayer de nuire à Sakurako. Terrifié à mort, le gamin explique immédiatement qu'il n'essaie en aucun cas de lui faire du mal, mais Shaota ne le croit toujours pas. Il accuse le gamin d'avoir essayé d'ajouter du poison ou des explosifs aux chaussures de Sakurako quand il jouait avec elle plus tôt. Mais le gamin explique qu'il est impossible pour des civils normaux d'obtenir ce genre de choses dans le Japon moderne. Cependant, Shaota décide de passer son interrogatoire à un niveau supérieur. Il dit au garçon qu'il va lui éplucher la peau du cou et que s'il tressaille, alors c'est un agent visant Sakurako, mais s'il endure, alors c'est un agent coriace avec des intentions plus profondes envers elle. En entendant sa condition, le garçon qui était déjà trempé de fluide corporel commence à paniquer encore plus. Shaota simule alors une attaque vers l'enfant, le faisant se pisser dessus et s'évanouir. De sa réaction, il peut confirmer que l'étudiant n'est pas un agent. Peu après, Ulfheim entre et remercie Shaota de s'être retenu de réellement attaquer l'étudiant. Ils emmènent l'étudiant à un arrêt de bus et le laissent là pour qu'il reprenne conscience avant de partir. Ils se dirigent ensuite tous les deux pour reprendre la protection de Sakurako. Pendant ce temps, Mylen rejoint Sakurako et fait semblant de se diriger dans sa direction, mais ils ignorent qu'un sniper professionnel attend des ordres pour tirer sur Sakurako. En apercevant Mylen s'approcher de Sakurako, le sniper qui ne veut pas rater sa mission décide d'attendre le moment parfait pour tirer sur sa cible. Mylen, quant à elle, qui ignore ce qui se passe, discute avec Sakurako, posant des questions sur le maquillage et autres. Elle se présente comme une étrangère actuellement étudiante au Japon. Lorsqu'elle apprend que les écoles japonaises n'autorisent pas le maquillage, Mylen s'énerve et critique le système scolaire pour sa sévérité. Elle mentionne ensuite comment les étudiants à l'étranger peuvent s'habiller et agir comme ils le souhaitent et même fumer. Sakurako est stupéfaite par le niveau de liberté dont bénéficient les autres étudiants. Sans le savoir, elle est au bord du trottoir, elle perd donc l'équilibre et manque de tomber sur la route où un véhicule arrive à toute vitesse. Heureusement, Ulfheim apparaît et la sauve d'être renversée. En conséquence, Ulfheim est trempé par la flaque d'eau que la voiture a éclaboussée, mais cela ne le dérange pas tant que Sakurako va bien. Choqué, Sakurako le remercie et s'excuse d'avoir mouillé sa chemise. À sa surprise, Ulfheim lui fait un clin d'œil et l'appelle une princesse qui a failli abîmer ses vêtements. Sakurako précise rapidement qu'elle n'est pas une princesse, mais Ulfheim insiste sur le fait que toutes les femmes le sont selon le décret de Dieu pendant les 7 jours de la création. Il lui prend la main et essaie de lui donner un baiser, mais Mylen, qui l'a observé s'extasier sur Sakurako, perd patience et l'assomme comme Chun-Li dans Street Fighter. Elle lui dit immédiatement qu'embrasser quelqu'un sur la main n'est pas autorisé au Japon. Elle attaque l'origine d'Ulfheim et ils se disputent comme chien et chat. Après les avoir regardés se lancer des mots, Sakurako les appelle un groupe amusant qui se chamaille comme des frères et sœurs. Les assassins se parlent ensuite et Mylen apprend d'Ulfheim que quelqu'un avait essayé de viser Sakurako. Pendant ce temps, sur le toit, le sniper a Sakurako dans sa ligne de mire, mais Shaota arrive et lui fait sauter la cervelle. Shaota se demande alors qui ils sont et s'ils veulent capturer Sakurako. Plus tard dans la nuit, dans la chambre de Sakurako, Kanae, la servante de Sakurako, voit Sakurako soupirer sans cesse, alors elle demande à la jeune fille ce qui ne va pas. Sakurako est immédiatement troublée, mais Kanae lui rappelle de l'appeler par son prénom, comme son père l'avait demandé. Sakurako hésite et obéit, et la servante en colère se calme enfin. Kanae rappelle ensuite à la jeune fille qu'elle ne doit pas oublier sa fierté en tant que fille de la famille Kujo. La famille est noble et existe depuis l'ère Heian. Après avoir été réprimandée, Sakurako demande à Kanae si elle est déjà tombée amoureuse. Il faut un moment à Kanae pour comprendre ce que Sakurako voulait dire, mais quand elle le fait, elle essaie de parler de la façon dont faire partie de la maison Kujo affecte les relations. Sakurako nie immédiatement être celle qui est amoureuse, mais à sa surprise, Kanae lui dit qu'il n'y a pas de règle familiale interdisant de tomber amoureuse d'un roturier. Kanae lui dit que malgré le fait d'être une domestique de la famille Kujo, elle est avant tout une femme, et elle est une alliée de toutes les dames amoureuses. Elle tient les mains de Sakurako et fait une promesse du petit doigt avec elle tout en lui disant qu'elle soutient sa décision. Sakurako se réjouit d'avoir une alliée, mais n'entend pas Kanae parler de la raison pour laquelle le gentleman avec qui elle s'attend à ce que Sakurako soit amoureuse est raisonnable. Le gentleman en question tire quelques coups sur des mannequins dans une arène d'entraînement et touche tout le centre de la cible. Mylen vérifie les mannequins et voit que les tirs sont déviés vers la gauche, alors elle demande pourquoi on appelle cela un centre. Ulfheim lui montre un diagramme de l'anatomie humaine et lui dit que le cœur humain est du côté gauche. Elle se sent embarrassée et insulte Ulfheim pour avoir essayé de se vanter.
Ulfheim félicite ensuite Shouta et lui dit qu'il peut gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques avec son niveau de compétence. Shouta qualifie les Jeux Olympiques de compétition amateur à laquelle il ne veut pas participer parce qu'il est un pro. Il demande alors à Ulfheim des informations concernant l'organisation ennemie, mais quand Shouta voit son comportement médiocre, Shouta demande une validation sur le travail d'Ulfheim. Ulfheim lui dit alors que c'est Mylène qui est leur spécialiste en intelligence. Il la regarde, et dès qu'elle réalise qu'on l'interroge, Mylène leur dit qu'elle utilise toutes ses ressources mais n'a trouvé aucune piste. Shouta remarque que l'organisation a les ressources pour obtenir un tireur d'élite. Il appelle l'homme qui l'a tué plus tôt, un soldat entraîné, et note que le fusil de sniper n'est pas une arme qui peut être introduite au Japon de manière décontractée. Il parcourt les photos et note le nom de l'arme, l'année de sa fabrication et le pays qui l'a produite. Ulfheim note que si cela implique un Dragunov, il saurait qui est derrière. Mylène sort une hache et le traite d'idiot parce que personne de sensé ne se promènera dans la rue avec une hache ensanglantée. Pendant qu'ils se chamaillent, ils concluent tous qu'ils ne peuvent pas débusquer l'organisation en se basant sur l'origine de l'arme, et à cause de cela, ils ne peuvent que réagir à leurs mouvements. Shouta allume les images de vidéosurveillance tout en disant à ses assistants qu'ils doivent continuer à garder Sakurako et attendre le contact du dernier boss. Ils sont d'accord avec lui, mais Ulfheim panique après avoir vu Sakurako changer de tenue. Il se rince l'œil et remercie sa bonne étoile, mais soudain, la télévision s'éteint. C'est alors qu'il voit Mylène tenant un pistolet et le fusillant du regard. Ulfheim essaie de la calmer, mais elle lui dit qu'elle s'entraîne au tir. Immédiatement, des balles sifflent dans l'air, et Ulfheim esquive pour sauver sa vie. Pendant que les deux sont occupés, Shouta pense à la façon dont son père adoptif lui a donné cette mission peu claire. Contrairement aux autres missions qui ne nécessitèrent pas beaucoup de réflexion et avaient des objectifs clairs, le but de celle-ci est extrêmement vague. Shouta se demande s'il doit simplement protéger Sakurako, mais son esprit troublé pense qu'il pourrait y avoir plus que cela. Pendant ce temps, ailleurs, une escouade militaire termine sa mission de suppression. Alors que les membres célèbrent, un curieux parmi eux part à la recherche du dernier boss à l'intérieur du bâtiment, et quand il le voit, il est confus de voir le vieil homme regarder le ciel. Le soldat parle alors à son commandant, disant qu'il est perdu dans ses pensées, et le dernier boss lui dit qu'il se demandait si le même ciel nocturne qu'il regarde est connecté au Japon. Cette même nuit, Shouta a rêvé de son passé, de la façon dont il a été élevé par son père adoptif après avoir été trouvé presque à l'agonie et entraîné durement jusqu'à devenir un pro. Au moment où Shouta était devenu adulte, il avait gagné le nom de Crimson, en raison du sang qu'il faisait verser à ses adversaires lors des missions. À l'époque, Shouta dominait le champ de bataille avec des flammes cramoisies, et maintenant il craint que ces mêmes flammes ne le réduisent un jour en cendres. Le lendemain matin, il se réveille dévêtu et décide de faire un peu d'exercice léger. Malheureusement pour Ulfheim, il entre dans la pièce sans frapper, et en conséquence, une image inoubliable s'imprime dans sa rétine. Alors qu'il essaie d'oublier ce qu'il vient de voir, Ulfheim dit qu'il devra sortir avec 6 femmes différentes pour purifier ses yeux. Alors que Shouta s'habille pour l'école, il demande à Ulfheim s'il est bon pour une telle mission, et Ulfheim se vante de pouvoir la réaliser en une journée. Curieux de savoir pourquoi Ulfheim est entré dans sa chambre, Shouta lui demande pourquoi il est là, et Ulfheim s'accroche à lui avant de dire qu'il s'inquiétait pour lui à cause de la différence entre la guerre au Japon de nuit et de jour. Il incite ensuite Shouta à prendre le petit déjeuner avec lui avant qu'il ne se rende à l'école. Shouta accepte et se rend à l'école après quelques minutes. Dans la salle de classe, il lit un roman anglais à ses élèves, mais les filles s'extasient sur lui. Mylène voit à quel point le visage de Sakurako est rouge vif, alors elle la trouve mignonne. Pendant ce temps, un des élèves masculins nommé Hideki est énervé contre Shouta parce qu'il fait craquer les filles. Il aimerait être populaire car ce qui compte pour lui, ce n'est pas l'apparence, mais la pureté d'une personne. Par coïncidence, Fuse lance des regards noirs au professeur tandis que Sakurako le regarde avec admiration. Plus tard dans la journée, dans les toilettes, Hideki s'approche de Fuse, et après avoir vu à quel point ce dernier est en colère et hostile, Hideki lui dit qu'il est de son côté. Confus, Fuse rappelle à Hideki qu'il est un solitaire, et Hideki accepte, mais il se vante ensuite de sa richesse. Fuse affirme que Hideki est riche, et Hideki lui dit que s'ils unissent leurs forces, il peut payer les délinquants que Fuse peut appeler pour qu'ils tabassent Shouta. Fuse réfléchit et accepte immédiatement l'idée, alors il se serre la main et s'allie. Immédiatement, Fuse contacte des délinquants dans toute la ville et leur promet de les payer pour le travail, alors ils se dépêchent de venir dans leur véhicule, enthousiastes à l'idée de leur mission. Le lendemain, alors que Sakurako descend du bus et marche vers l'école, les élèves adorent y saboter. Pendant ce temps, dans un bus garé non loin de leur école, Ulfheim et Mylène surveillent Sakurako avec l'un de leurs drones. Là, Ulfheim loue la beauté de Sakurako, et même Mylène doit admettre avec style que Sakurako est au-dessus d'elle. Bien que son utilisation de la grammaire lui donne un faux espoir qu'elle a une chance, Ulfheim brise sa bulle, et elles sont sur le point de se battre. Confuse, Ulfheim demande pourquoi Sakurako agit imprudemment, car selon toutes les normes, elle est censée être protégée et ne pas marcher seule jusqu'à l'école. Mylène lui rappelle carrément que c'est la raison pour laquelle ils sont employés, mais Ulfheim lui rappelle comment les personnes puissantes ont des envoyés.
Réalisant ce qu'il veut dire, Mylène explique alors que ce sont les règles de l'Académie Otori qui interdisent aux étudiants de se rendre à l'école en véhicule. L'école ne permet pas le classisme et toutes les classes de la société y assistent. Mylène dit à Ulfine que la devise de l'école est l'indépendance et l'autonomie, mais Ulfine le prend comme une instruction pour que les étudiants riches apprennent des gens ordinaires. Mylène continue ensuite en expliquant que le père de Sakurako voulait initialement que sa fille fréquente une école de filles jusqu'à l'université, mais la jeune fille a insisté pour aller à Otori. En regardant Sakurako, Ulfine dit qu'elle captive tous les hommes autour d'elle en marchant. Mylène lui dit alors que c'est pareil pour Shuta. Il regarde Shuta marcher vers l'école et voit de nombreuses filles s'extasier sur lui. Ulfine fixe les deux figures populaires et dit qu'ils auraient pu être un couple royal s'ils avaient vécu à une autre époque. Mylène est en partie d'accord, mais note ensuite que des ennuis surgissent toujours lorsqu'un prince et une princesse tombent amoureux. Elle demande à Ulfine de diriger la caméra du drone devant Shuta, et quand il le fait, il voit Fuse avec un groupe de délinquants se tenant sur le chemin de Shuta. Fuse salue Shuta avec moquerie, mais Shuta répond avec désinvolture. Le garçon est énervé par le comportement de son professeur, mais cela reste un obstacle. Mylène et Ulfine, qui observent à travers le drone, qualifient indirectement Fuse d'homme des cavernes pour être venu avec des renforts après que Shuta l'ait déjà mis à terre. Ulfine dit alors à Mylène qu'il y a un problème, et c'est que les chiffres n'ont pas d'importance face au légendaire Crimson. Comme Shuta a compris le message, il enlève sa cravate et demande à Fuse de le suivre dans un endroit tranquille. Fuse accepte, et il se dirige vers la berge. Là, Fuse déclare avec arrogance qu'ils sont 20 contre 1 face à Shota. Il pense que Shota n'a aucune chance à cause de la différence de nombre, alors il donne au professeur l'option de pleurer et de s'excuser. Et de cette façon, il pourrait être épargné. À leur surprise, Shota leur donne la même condition, puis leur rappelle qu'il souhaite qu'ils ne se battent pas parce qu'il est leur professeur. Il rime de lui et conclut que Shota n'est pas bon en mathématiques. Avec 2 mots, Fuse ordonne aux délinquants de se battre contre Shota. Ils se précipitent immédiatement sur lui, mais il les plie et les bat comme si c'était une promenade de santé. Les autres sont terrifiés alors qu'il met parfaitement à terre leurs camarades. Ils disent que Shota n'est pas humain, mais Shota leur assure qu'il l'est, mais qu'il a simplement été formé sur le champ de bataille. Alors qu'il en abat la plupart, les autres paniquent et crient qu'ils n'avaient pas été informés à l'avance de la force de Shota. Fuse se met en colère contre eux pour ne pas avoir réussi à abattre un seul homme, alors il crie aux motards de renverser Shota. L'un des délinquants démarre immédiatement sa moto et fonce droit sur le professeur d'anglais. Ce qui s'est passé ensuite choque tout le monde, car ils ne s'attendaient pas à ce que Shota monte sur la moto et éjecte le motard comme un ballon. Il ramasse la moto et s'assoit dessus. Fuse perd son sang-froid et crie aux autres d'attaquer Shota, mais Shota le surprend en fonçant droit sur lui comme un taureau enragé, puis s'arrête à quelques centimètres de son visage. Fuse transpire à grosses gouttes et tombe par terre, mais essaie toujours de faire le dur. Alors Shota lui dit de remercier sa bonne étoile que les motos japonaises ont de bons systèmes de sécurité. Le professeur leur demande ensuite s'ils veulent toujours essayer ou non. En entendant cela, les délinquants y réfléchissent un peu avant de prendre la sage décision de dire adieu à Fuse et de s'enfuir. Fuse est choqué par leur comportement, alors il leur ordonne de revenir, mais ils le font taire et le traitent de lâche pour ne pas s'être battus. Les autres garçons qui restent conseillent à Fuse d'abandonner puisqu'ils n'avaient jamais eu de chance quand ils étaient environ 20 par rapport à maintenant. Frustré, Fuse grince des dents, puis crie à Shota, le traitant de combattant. Shota lui répond calmement en demandant ce que Fuse veut, puis le traite de lâche. Fuse admet alors que Shota est bon en combat, mais demande ensuite s'il a du courage. Shota lui demande ce qu'il veut dire, et Fuse leur propose de régler ça avec une course de poulet. Ils montent sur une autre moto pour défier Shota dans le jeu, où la première personne a freiné en se dirigeant vers le mur perd. Meilin se fâche en voyant Shota accepter un jeu aussi ridicule, alors elle demande à Ulfheim de la connecter à lui. Dès que la connexion est établie, elle lui demande s'il veut vraiment relever le défi, et Shota confirme. Elle lui demande alors s'il est stupide, car il peut facilement résoudre le problème en les battant à plate couture. Elle lui demande ensuite ce qu'il fera si, par hasard, il perd la course de poulet. Shota prévoit de le découvrir quand il traversera le pont. Sur ce, il coupe l'audio. Meilin crie sur Ulfheim, disant que Shota a violé les ordres. Elle s'inquiète de ce que dira le patron s'il le découvre. Meilin demande ensuite à Ulfheim de remettre l'audio, mais à sa surprise, il refuse. Elle s'emporte contre lui et le frappe pour être si stupide, mais Ulfheim lui dit que Shota ne perdrait jamais. Le jour où Shota a mis KO Fuse quand le gamin a essayé de l'attaquer, Shota a ramené le garçon à l'infirmerie. Ensuite, Ulfheim avait demandé à Shota pourquoi il était trop gentil avec le garçon, alors Shota a raconté comment un soldat beaucoup plus jeune que lui avait rejoint son unité quand il combattait dans les jungles d'Amérique du Sud. Malgré le fait que le garçon était très jeune, Shota et le dernier chef lui avaient permis de participer à la guerre parce que le garçon devait nourrir sa famille. À l'époque, Shota s'était rapproché du garçon et avait essayé de lui apprendre le japonais. Malheureusement, le jour après lui avoir appris à dire au revoir en japonais, le petit soldat a été tué au combat. Maintenant, la raison pour laquelle Shota avait décidé d'aider Fuse était qu'il ressemblait au petit soldat tombé. Alors qu'Ulfheim les regarde sur le point de faire la course, il voit Shota sourire après avoir été provoqué par Fuse et note que Shota pourrait être mieux adapté comme enseignant que comme mercenaire.
La pluie commence à tomber sur le lieu, et alors qu'ils font vrombir leur moto en se préparant pour la course, l'arbitre annonce qu'ils doivent partir dès que la canette qu'ils lancent touche le sol. Meilin a un mauvais pressentiment à propos de la course, mais Ulfheim la calme en disant que Shota est un enseignant après tout. Elle refuse et dit qu'il est juste un mercenaire légendaire. Pourtant, Ulfheim soutient Shota et lui dit que Shota pourrait devenir un enseignant légendaire. Curieux, il anticipe le résultat de la course. Quelques secondes plus tard, l'arbitre lance la canette vide en l'air, et dès qu'elle touche le sol, les moteurs démarrent. Shota le dépasse et accélère vers le mur. Fuse accélère aussi, et cela inquiète ses sbires. Pourtant, Shota ne faiblit pas et ne réduit pas sa vitesse malgré le mur qui se rapproche plus que jamais. En voyant cela, Meilin panique, sachant que s'il percute le mur à cette allure, Fuse mourra. Ulfheim, en revanche, félicite Fuse pour son audace, mais Meilin s'inquiète pour la carrière d'enseignant de Shota, car s'il fait tuer Fuse, ce sera la fin pour lui. Ulfheim, en revanche, dit que cela ne peut arriver que si Shota abandonne le garçon, mais il est sûr que Shota ne fera pas une telle chose. Alors qu'il s'approche du mur, Shota jette un coup d'œil à Fuse et voit le garçon risquer tout juste pour sauver sa réputation et son école. À la dernière minute, Fuse freine par peur d'être transformé en fromage écrasé, et immédiatement, Shota intervient en sautant de son vélo et sauve le garçon. Il agit comme un bouclier humain en tombant au sol et protège Fuse d'être éraflé. Les vélos, quant à eux, s'écrasent contre le mur. Shota se relève ensuite après s'être blessé au front et demande à Fuse, par souci, s'il va bien. Fuse se réveille et voit qu'il est en sécurité, alors il évalue la situation et réalise que Shota l'a sauvé. Shota l'observe et se détend après avoir vu que Fuse n'est pas blessé, alors il s'éloigne. Complètement confus, Fuse demande à Shota pourquoi il l'a sauvé et que Shota aurait dû le laisser tranquille. Shota réalise alors que la raison pour laquelle Fuse agit ainsi est qu'il est toujours seul. Le garçon serre les dents sous l'impact des mots de Shota et dit à Shota de ne pas le prendre en pitié. Fuse se rappelle alors comment ses parents ne se souciaient pas de lui et qu'il devait se débrouiller seul dans un monde si solitaire. Shota s'approche de lui et lui dit que dans le monde qu'il connaît, les enfants ne sont pas laissés seuls car ils sont aussi des atouts précieux pour le combat et des forces de travail. Il explique à Fuse qu'il a vécu dans un monde où la vie d'un enfant est aussi légère qu'une plume, mais c'est un problème pour Fuse, qui n'a pas tendu la main pendant tout ce temps. Avec cela, Shota tend la main à Fuse, et le garçon est choqué de voir quelqu'un se soucier de lui. Shota dit alors à Fuse qu'il n'est pas seul, et que s'il a envie de se défouler ou de s'énerver pour quelque chose, il devrait venir le voir, et si c'est un combat, il accueillera Fuse autant de fois qu'il le souhaite. Le garçon éclate en sanglots, puis secoue Shota, en accord. À ce moment-là, Meilin admet qu'elle est étonnée par l'ardeur de Shota. Elle est d'accord, tout comme Ulfheim, que Shota n'agit pas de manière inhabituelle. Dehors, alors que Shota et Fuse Cutter arrivent, Fuse confirme que Shota vient d'emménager dans leur ville, alors il propose de donner un coup de main à Shota s'il a besoin de quoi que ce soit. Shota accepte en utilisant une terminologie étrange, et le garçon a du mal à comprendre ce qu'il dit. Meilin réalise alors que leur organisation doit nettoyer le désordre que Shota et Fuse ont créé. Le pire, c'est qu'elle est responsable. Alors que les garçons retournent à l'école, Hideki les observe de loin et maudit Fuse pour être un lâche. Il change d'avis et jure de faire expulser Shota de leur académie. Quelques jours plus tard, Hideki serre dans ses bras et essaie d'embrasser le portrait de Sakurako dans sa chambre. Soudain, ses domestiques entrent dans sa chambre pour la nettoyer après l'avoir informée au préalable. Il couvre rapidement son portrait et a l'air très embarrassé d'avoir presque été découvert. Il leur crie alors dessus pour être entré dans sa chambre sans sa permission et menace de les faire renvoyer. Il ordonne aux vieilles dames de quitter sa chambre et dès qu'elles partent, elles continuent leur nettoyage ailleurs en parlant de comment le maître de maison sera furieux si elles ne nettoient pas la chambre de Hideki. Une autre domestique lui dit de ne pas s'inquiéter parce que le vieux est toujours tellement occupé par le travail qu'il rentre rarement à la maison. Et quand il rentre, il se dirige toujours directement vers la villa à Izu où il polit son vase préféré. Tout comme ils l'ont dit, le père de Hideki admire actuellement son vase, qu'il appelle Kakimon, un trésor national. Pendant ce temps, les domestiques en ont assez du comportement de Hideki parce qu'il fait ce qu'il veut puisqu'il est gâté par l'argent. Il commande même de la nourriture alors que les domestiques pourraient en préparer pour lui. Agacés par leurs reproches, Hideki les traite de minables qui ne devraient pas lui dire comment dépenser son argent de poche. Ils le regardent avec jugement et jurent de s'assurer que leurs enfants ne deviennent pas comme lui. Une semaine plus tard, Sakurako joue du piano pendant le cours de musique et toute la classe l'applaudit. Ulfheim et Meilin confirment qu'il n'y a pas d'anomalie du côté de Sakurako comme d'habitude. Ils parlent du fait que rien ne s'est passé depuis l'incident du sniper et que c'est paisible depuis. Curieuse, Meilin demande à Ulfheim ce que Shota fait depuis qu'elle ne l'a pas vu depuis le matin. Ulfheim lui rapporte alors que Shota se fait réprimander par le principal. Meilin quitte la salle de musique après avoir entendu que le principal Tazaki a convoqué Shota. Pendant ce temps, au bureau du principal, Tazaki dit à Shota qu'il y a un cas préoccupant contre lui. Shota, comme d'habitude, agit de manière stricte et rigide avec le principal comme s'il parlait à un colonel.
Il demande au principal ce qu'il a fait, et Tazaki lui montre des photos de lui en train de frapper les délinquants près de la rive. Shaota appelle simplement cela une photo de la leçon extrascolaire qu'ils ont eue l'autre jour, et il ne voit aucun problème avec ça. Tazaki lui dit alors que les photos ont été distribuées à l'association de parents d'élèves. Ignorant ce que cela signifie, Shaota le compare à l'Otain, pensant que c'est la version asiatique, mais Tazaki explique que c'est l'association des parents d'élèves. Toujours ignorant de ce que c'est, Shaota se détend, mais le principal lui dit de ne pas sous-estimer l'association des parents d'élèves car elle détient actuellement plus de pouvoir que le principal. La nouvelle frappe Shaota comme un boulet de canon car le principal, qu'il tient en haute estime comme un colonel, est impuissant face à l'association des parents d'élèves. L'homme lui parle ensuite de la présidente de l'association, Madame Ushijima, qui est l'épouse d'un membre de l'assemblée préfectorale. Alors que Shaota se rapporte à leur pouvoir basé sur une nation démocratique, Tazaki lui montre une lettre mystérieuse circulant pour le renvoi de Shaota. Sinon, ils diffuseront les images vidéo de ces combats avec des étudiants sur le web. Réalisant que cela peut compromettre sa mission, Shaota décide d'examiner l'affaire. Il est sûr que Fuz ne peut pas dénoncer au PTA, donc il croit qu'il y a une tierce partie qui a aidé Fuz à rassembler le groupe à l'époque. Shaota soupçonne la troisième personne et assure au principal qu'il ira au fond de l'affaire. Après la réunion, Shaota rencontre ses coéquipiers et leur transmet l'information. À ce moment-là, Sakurako était déjà rentrée chez elle pour ses leçons. Peu de temps après, Madame Ushijima fait circuler des papiers montrant Shaota en train de frapper des élèves. Elle lui cache les yeux comme si cela suffisait pour contrer la diffamation. Curieux, Ulheim demande à Shaota comment il compte résoudre l'affaire après avoir vu à quel point Shaota semble détendu. Maylin pense autrement, alors elle lui demande son plan contre l'association des parents d'élèves. Le militant ignorant appelle alors le PTA, la variante académique de l'OTAN, mais ses coéquipiers réalisent qu'il ne sait pas ce qu'est un PTA. Ulheim lui dit que le PTA est un organisme de contrôle qui surveille l'ordre de l'école. En l'entendant, Shaota se détend et leur dit qu'il n'y a pas de problème parce qu'il est du côté qui corrige l'ordre. Ulheim demande une explication. Shaota lui dit qu'il donnait simplement aux enfants des conseils éducatifs. Maylin n'est pas entièrement d'accord avec lui, et elle lui rappelle qu'il y a eu beaucoup de blessures. Elle lui dit que ce n'est pas un drame de professeur fougueux et qu'ils ne sont plus dans ce genre d'époque. Ulheim lui dit alors qu'il doit simplement créer l'époque de Shaota. Ils discutent jusqu'à ce qu'Ulheim lui demande si elle a obtenu les informations sur qui est derrière tout l'incident. Maylin sourit et affirme qu'elle a trouvé le coupable. Elle leur montre des photos de Hideki Mogi, un riche imbécile qui a monté toute l'affaire et l'a filmé pour essayer de piéger Shaota. Ulheim demande quel est le motif de Hideki, et Maylin lui dit que Hideki a un faible pour Sakurako, donc il devait détester Shaota, qui est populaire auprès des filles. Ulheim voit à quel point la situation est problématique parce qu'il ne peut pas corriger Hideki comme les délinquants habituels, car le garçon lui en voudra s'il essaie. Maylin est d'accord avec lui mais note qu'ils doivent résoudre l'affaire. Ils réfléchissent à la question, et à leur surprise, Shaota, qui lisait tranquillement un rapport, ferme le livre et leur dit qu'il peut résoudre le problème en 1 ou 2 jours. Il lui demande curieusement les détails, et il leur dit. Ce même soir, Hideki confronte Fuse pour ne pas avoir réussi à se débarrasser de Shaota, malgré le fait de l'avoir payé généreusement. Il se met en colère contre Fuse pour avoir fait le lèche-bot avec le professeur, mais Fuse lui dit que Shaota n'est pas un mauvais gars. Entendre Fuse parler positivement du professeur rend Hideki furieux. Alors il dit à Fuse de se ressaisir et lui rappelle qu'ils ne sont pas dans un feuilleton. Hideki montre alors à Fuse l'article qu'il a publié et dit que ce n'est qu'une question de temps avant que Shaota ne soit renvoyé. Fuse regarde l'article puis dit à Hideki qu'il est inutile de lui parler. Il lui tapote l'épaule et, en s'éloignant, il dit à Hideki qu'il espère qu'il pourra changer un jour et que, lorsque ce moment arrivera, ils devraient aller ensemble à la salle d'arcade. Hideki tape du pied avec colère après avoir entendu Fuse se retirer et traite le garçon de lâche. Il appelle Fuse un pauvre qui ne cherche qu'à prendre son portefeuille. Laissé seul, Hideki remarque que tout le monde danse au rythme de Shaota à cause de son beau visage, alors il prévoit de faire goûter l'enfer au professeur. Plus tard dans la nuit, les 3 agents traversent la ville déguisés et ils ont Hideki, qui pleure, ligoté et bâillonné.